Le home studio, ou studio de musique à domicile, révolutionne depuis 20 ans la création musicale. Composé de machines, d'instruments et d'ordinateurs, il touche un public toujours plus large. Outil de production sans précédent, issu de la culture DJ, il est à l'origine du hip-hop, de la techno, de la house, de la drum and bass et de bien d'autres. L'informatique musicale démocratise l'accès à la création. Le home studio se miniaturise et devient mobile. Il se déplace de pièce en pièce, de ville en ville, de pays en pays. Les parcours qui mènent au home studio sont nombreux. Le financement et l'apprentissage nécessaires à son bon fonctionnement relèvent à chaque fois de l'aventure. Entre sampling et composition, mélodie et rythmique, basse ou caisse claire, nous vous invitons à rentrer dans ces nouveaux univers sonores. Bonjour monsieur. Ça va? Comment ça va monsieur Steady? Bien? Ça va. Vraiment, l'histoire, c'est que quand j'étais plus jeune, je rêvais d'être musicien, ça me paraissait inaccessible. Le jour où je me suis aperçu qu'il y avait une machine qui existait, qui s'appelait le sampler, qui donnait la possibilité de faire du son, mais sans avoir forcément des notions de solfège, là, j'ai compris que peut-être je pourrais faire du son, peut-être je pourrais faire de la musique. Ça, pour moi, c'était super important, quoi. C'était vraiment une révélation. Pendant des années, j'ai voulu faire de la musique et on m'a jamais donné l'occasion de faire de la musique. J'avais un tout petit village en province et j'ai voulu une batterie, j'ai pas eu de batterie. J'ai voulu des synthés, j'ai pas eu de synthé. Donc j'ai été finalement assez frustré de ne pas pouvoir réellement jouer d'un instrument pendant des années. Et quand est arrivé la musique électronique et le home studio, j'ai commencé à pouvoir pratiquer avec des gens qui à l'époque étaient possesseurs de ces fameux studios. Ça ressemble souvent à des labos, quoi, tu vois, tous les home studios, quoi. C'est des petits réduits quelque part dans l'appartement où, enfin, je sais pas, tu vois, on parlait de régression de parc à enfants, quoi, tu vois. Il y a un petit truc un peu comme ça, quoi. Je te dis, avec tous les hochets autour, avec plein de joujoux, avec plein de trucs qui clignotent, avec plein de boutons partout. Là encore une fois, c'est un progrès technologique qui a donné de nouveaux instruments à un mouvement musical. Le hip-hop aurait très bien pu se développer uniquement avec des platines, hein. Mais à un moment donné, l'introduction de la boîte à rythme et des sampleurs, c'était la base du hip-hop, quoi. La culture du home studio, aussi culture ça a toujours fait partie de la façon de faire dans le rap, quoi. C'est système D, on se démerde avec ce qu'on a et on en tire le maximum, ça a toujours été comme ça. J'enregistrais mes voix sous une couette avec ma souris. Non, c'est pas de la blague, j'avais la couette comme ça au-dessus de la tête, le pied de micro, et j'avais là juste le bras qui sortait de ma couette pour pouvoir faire une ambiance un peu plus cave, quoi. Enfin pas cave, mais justement très watt, ouais, très insonorisé. Là j'ai enregistré avec une couette sur la tête plus d'une fois, pas de problème. Ça a permis très certainement donc l'éclosion de pas mal de vocations, de gens qui n'avaient pas accès à des moyens professionnels de composition et surtout de production musicale. Un développement donc beaucoup plus rapide de cette musique
avec une évolution assez folle. En 10-15 ans, on a vu des genres de musique électronique naître et mourir très rapidement, se régénérer au contact d'autres musiques. Ça crée une sorte de vitesse, une dynamique vraiment essentielle à ce mouvement-là. Quand tu vas dans un studio, tu dis ce serait pas mal si je m'organise un peu chez moi. Et là, tu dis je vais faire mon petit home studio. Je commence à me structurer le coin où je sais qu'ici il y a une disquette, médiathèque, ici c'est les vinyles, ici c'est les CD, s'organiser. C'est au fur et à mesure. Tu vois, tu dis pas au jour au lendemain, je vais faire un home studio. Tu dis je vais m'organiser pour que ça facilite. Tu vois, ça facilite quand tu travailles, tu es à l'aise. Sans chercher, tu peux chercher pendant une heure, une déaté, tu fais merde, elle est où? Dans un second temps, après toutes les productions dance floor qu'on a connues au début des années 90, une musique beaucoup plus personnelle, plus introspective aussi. Lorsque les musiciens aussi célèbres que Aphex Twin dit, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire de la musique en pyjama. Ce qui est important, c'est le mot pyjama, ça veut dire que c'est quelque chose vraiment, on se lève de son lit, on travaille dans son univers domestique, presque dans son cocon. Et on peut presque donner corps ou donner vie à des choses qui sont vraiment très personnelles. Les machines qu'on utilise, mine de rien, tout ce qui peut être techno, machin, toute cette recherche de son, elle vient de tous les mecs qui faisaient la musique concrète. C'est eux qui ont inventé ces machines, NIRCam, les plugs qu'on utilise dans nos machines, c'est des techniciens qui sont à la recherche d'enveloppes dans tout ce truc-là. C'est ça qui est assez drôle en même temps. Que les mecs qui inventent des algorithmes pour des synthés, c'est une espèce de technicien Stockhausen, et ça finit dans des Eurotubes. Qui fait des œuvres dans ce truc-là, c'est toute la musique concrète, c'est Boulez, et c'est eux qui ont le budget de l'État. La musique, ça reste de l'art comme le dessin, tu sais, l'art c'est vachement le dessin c'est vachement démocratisé puisque tu peux t'acheter tes feutres, ton truc, mais tu vas pas forcément être un grand dessinateur, quoi. C'est bien que la musique ce soit accessible, quoi. Tu vois, je sais pas, il y a 100 ans t'as un piano, quand t'es un milliardaire, t'as un piano chez toi, maintenant tu peux avoir ton petit truc. Aujourd'hui, on nous donne des studios qui sont grands comme ça, donc on va pas s'emmerder à rester dans un grand studio, alors qu'on pourrait aller dans n'importe quelle maison de campagne. C'est un plaisir, parce qu'avant, on pouvait pas bouger, tu vois, t'avais ta grande console 24 pistes, avec tes racks grands comme ça partout, fallait prendre un poids lourd si tu veux aller enregistrer au bord de la mer. Maintenant, il suffit d'une paire d'enceintes, un petit mixeur, un ordinateur portable et un bon micro, et c'est parti. Se déplacer n'importe où sur la planète, arriver avec son studio et se mettre à mixer face à l'océan. Je me voyais pas mixer Blueprint dans une cave. Et bon, en plus, c'est revenu moins cher. Le Maroc, c'est un pays que j'adore. Et en plus, ça a été une bonne idée parce que du fait qu'on a été là-bas avec des caméras, on a filmé. Donc on a récupéré du son, des ambiances sur la caméra, et c'est un peu ça qui donne le fil conducteur du projet, quoi. Tu vois, je peux pas concevoir d'avoir un endroit fixe pour travailler mon son encore, tant que je me sois pas stabilisé quelque part, tu vois. Okay. Par exemple, là, l'album que j'ai fait avec Tres Coronas, là, il a été enregistré à Porto Rico, il a été enregistré à Bogota, il a été enregistré à New York, on a fait même 2 sons ici à Paris.
Il est partout où on va, d'ailleurs, même en Espagne on a enregistré. Quand on est en tournée, on a toujours notre Firewire, donc dès qu'on a un soir, on se prend un petit studio et bam, on kiffe direct. Et là, j'en fais ça. On fait ça après. Je fais venir un Guido, Mongo, qui viennent jouer en direct. Et là j'ai tout joué les cuivres. Les vrais cuivres. On fait là. On utilise Cubase, qui est le truc de base. On passe par une carte audio et on enregistre vraiment comme si c'était un magnétophone multipiste. Sauf qu'on entre dans l'ordinateur au lieu de tomber sur un magnétophone à bande. Contact, on l'utilise quand on extrait un petit bout de ce qui a été enregistré pour le traiter comme un son samplé, mais pas très souvent. On préfère jouer plutôt les trucs en vrai, parce que ça fait que des fois c'est pas très bien calé et ça fait un petit peu de vie sur le titre. On travaille plus vite et bien du coup permet plus de chute, quoi. Donc d'essayer plus de choses. Tu joues de la guitare sur mon rythme? Ouais. Ah super. Mais j'ai cassé une corde parce que je l'ai pas accordé. Elle est accordée là. Il y a eu un moment donné dans ma vie où les voisins ont été importants. C'est le moment où je suis passé de la batterie à la boîte à rythme avec un casque. Parce que c'est vrai que la batterie en appartement, ils aimaient pas du tout. Tu sais, j'avais plein d'idées à la boîte à rythme. Mais bon, dans le sampler, tu sais, tu samples la grosse caisse, la caisse claire, le charlet. Tu vois, souvent, je dis pas ça pour tout le monde, mais bon, moi, machin. Et je me disais pas, putain, il y a un tom, il y a un charlet ouvert et tout. Il y a des cymbales et tout. Tu vois, en plus, tu vois que tu joues ça avec le pied, t'apprends des trucs et ça te donne d'autres idées pour composer, en fait. T'as l'impression que tu voudrais amener ça autrement. Tu te dis ouais, j'ai pas envie de faire de la musique évidente non plus. Ce qui est bizarre, c'est l'apprentissage que j'avais de la batterie à l'époque où j'étais assez jeune. J'avais peut-être 13-14 ans. Et je me suis rappelé de certains trucs que m'avait appris mon prof. Mais c'est plutôt en programmant que je me suis rappelé qu'à l'époque, j'aurais dû faire ça. Donc à l'époque, je comprenais pas ce qu'on me disait. Et quand je me suis mis à mes machines, je me disais ah ouais, bon, au final, ce qu'il voulait me dire, c'était ça. Les machines, peut-être m'ont permis à mieux comprendre comment jouer un batteur, les placements, choses comme ça, et ce qu'on me disait à l'époque. Et que c'est assez bizarre, c'est pas plutôt la batterie ne m'a pas influencé, c'est plutôt presque mon travail au niveau des machines qui a influencé ma vision que j'ai maintenant de la batterie. Pourquoi l'ASP est vraiment une machine mythique? C'est que c'est au niveau du tuning. Quand tu détunes ou quand tu tunes en bas ou en haut, voilà ce qui arrive au son. Là, il est tuné normalement, et quand tu détunes, t'as un grain qui arrive que tu n'arrives pas à avoir avec. Là, t'as un côté un petit peu granuleux que tu n'arrives pas à avoir avec la. Parce que c'est une 12 bits, quoi. C'est pas une machine, c'est une vieille machine, quoi. Ça fait que t'as vraiment un son vraiment de plus en plus crade. Et là, c'est pareil pour la caisse. Autant un instrument demande beaucoup de travail, autant faire de la musique chez soi, alors tout confort, on a le thé, on a ce qu'on veut, on est chez soi, mais ça demande aussi une assiduité et un courage de s'y mettre régulièrement aussi. Ça se branche plus ? Putain, il y a un débranchement qui a pété, quoi. J'avais peur des ordinateurs, la MPC me permettait d'avoir une seule et même personne en face de moi, parce que c'est vraiment une personne.
et ça fait exactement ce que fait Cubase mais avec beaucoup plus d'instinct et tu peux avoir des coups de bol sur la MPC beaucoup plus rapidement qu'avec l'ordinateur. Le coup de bol, c'est les hasards sympathiques et électroniques qui font que, je t'ai montré tout à l'heure en faisant une démo, t'as les pads, c'est le truc d'un seul coup, c'est rigolo, alors qu'à la base ça part de loop, t'as vu qu'ils sont pas du tout les mêmes, et donc ça pour moi c'est des coups de bol qui sont liés directement au pad, hein, parce que le pad c'est vraiment rigolo comme ustensile. Alors qu'à l'origine, c'est un non sat, 2 sat, mais là. Et donc en fait, c'était au tout début de ma MPC. J'ai essayé, mais je... Je sais aussi combien il faut maîtriser l'outil pour être libre créativement parlant. Donc c'est vrai que maintenant j'arrive à plus ou moins maîtriser mon matériel et de traduire directement les envies créatives en quelque chose de concret sans trop me prendre la tête, sans être freiné par la technique. Mais c'est plus, je dirais, l'immédiateté qui me manquerait là sur le coup. Et même le fait de pouvoir bricoler un truc avec les mains que j'aime bien. Alors tu peux t'en servir soit comme ça, en joignant les deux, ou alors juste en touchant comme ça. Là tu dirais pas, mais rentrer dans le truc et mixer correctement, on dirait un auteur. C'est quand même assez important pour moi d'avoir un toucher avec un instrument, que ce soit un clavier, même si j'en joue pas vraiment, ou mon violoncelle pour composer. C'est vrai que c'est du tactile, quoi. Le fait d'avoir des outils comme l'ordinateur, le sampling, c'est magique puisque c'est un outil qui nous permet d'avancer beaucoup plus vite et d'amener beaucoup plus de choses. Après, faut pas s'y perdre, mais je pense que les deux fonctionnent ensemble de toute façon, quoi. Le développement des machines, le développement de tous ces trucs qui ont été créés au fur et à mesure, ça a permis la mixité des musiques et des styles de musique, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui on a plein de musiques hybrides qui font qu'on a énormément de mal à les définir. Et les trucs que j'ai fait dans la house, que j'ai connu David Chang, il y avait son studio à côté de Radio Nova. C'était l'époque de la house funk où il y avait beaucoup de funk samplé. Donc moi, comme j'ai tous les originaux, donc ça me paraissait vachement facile à faire. Ouais. Et musicalement, ça me dérangeait pas, c'était juste que le même morceau, juste avec la rythmique plus appuyée. Le home studio, c'est justement la découverte de plus en plus de musique, de tous les horizons, quoi. Acquérir un ordinateur aujourd'hui, c'est assez simple. Tout le monde peut faire de la musique, graver un CD et le faire écouter, quoi. Avant, pour faire écouter de la musique, fallait l'écrire, il fallait avoir un orchestre qui la joue, quoi. En ce moment, on sort là d'une grosse période de plugins. Plugins, c'est des synthétiseurs et des effets qui sont virtuels et qui sont dans l'ordinateur, qui sont pas en dur comme dans les racks à côté. C'est la vie de ses limites. Donc là, c'est vrai que ça permet de travailler super vite, donc c'est assez couillonnant parce que tu as l'impression d'aller très très vite, mais en même temps, ça perd un petit peu en charme par rapport au son de certaines vieilles machines. Donc là on sort de ça, je sais pas encore ce que ça va être la suite, peut-être la guitare sèche. C'est tellement vaste la capacité de ces programmes là, Cubase et compagnie. Chaque fois là avec internet, presque chaque jour tu chopes un nouveau plugin, quoi, un truc et voilà quoi. Là en fait on a à peu près la structure du morceau et à partir de là il faut commencer à faire des breaks, que des trucs, des petits roulements, des machins, histoire d'avoir de rendre le morceau plus animé, quoi. Et après, à partir de là, j'ai fait le mix down de chaque piste, quoi. Et je remixe encore une autre fois dans un nouveau projet, tout le truc, genre pistes séparées, sans effet, parce que j'ai déjà mis une couche d'effet là, que je vais enregistrer.
aujourd'hui, les mômes, ce qui se passe, c'est que les mômes, ils prennent une feuille, un stylo, ils s'intéressent, ils écrivent, tu vois. Ce processus-là, tu vois, il y a 15 ans, il était moins important, et c'est vachement important que tous les mômes qu'on n'a rien à foutre de l'école, qu'on n'a rien à foutre de livres, à qui on donne pas envie de s'intéresser à la culture, à qui on donne pas envie de lire des livres et de s'intéresser à la langue, tous ces mômes-là qu'on n'a rien à foutre, à qui on donne pas envie, et eux-mêmes, grâce à ça, ils ont une démarche personnelle, ils font l'effort de faire des choses, tu vois. Et ça, c'est assurément vachement important. Le home studio, c'est que du positif, parce que, en tout cas en ce qui nous concerne, nous, moi, il y a 20 ans, j'aurais rien fait dans la musique, c'est évident. Moi, je dois tout à la technique. Voilà, alors, à la base, même si t'en vis pas, rien que le plaisir que tu prends à le faire, tu vois, et rien que le faire de faire quelque chose, parce que la machine te permet aussi, tu vois, la musique te permet aussi de faire quelque chose. J'ai pas eu d'envie particulière de faire un home studio à la base, c'est que j'avais envie de faire de la musique plus qu'autre chose, quoi. J'avais une batterie, j'avais un pote qui jouait de la guitare et on faisait de la musique et on avait plus ou moins envie de pouvoir tout faire nous-mêmes, quoi, pas avoir besoin de faire venir 15 personnes. Donc ça a été l'expander et l'ordinateur a été le bon moyen justement de tout réunir dans un truc. Donc la première étape, vu qu'on n'avait pas de sampler, c'était de recomposer des bouts de musique classique ou des bouts de trucs qu'on kiffait, tout à l'expander, instrument par instrument, comme si on voulait recréer le sample, quoi. Vu qu'on n'avait pas moyen d'enregistrer un sample et de le mettre en boucle, on rejouait tout, essayait de reproduire exactement. Donc je me rappelle à l'époque d'avoir essayé de recomposer des instrus de Coolio de A à Z. Alors le parcours, concrètement, c'est énormément de groupes qui m'ont rendu à chaque fois très malheureux dans le sens où c'est pas un choix esthétique dès le départ. Ça est devenu après parce que en plus la musique a changé. C'est des petits œufs, des petits œufs. Tu sais, les petits trucs que tu secoues comme ça. Donc j'enregistre 3 fois. J'essaie de faire un groove avec. Voilà. Voilà, donc là il est un peu plus énervé. Et puis je le mêle à des charlets de boîte à rythme plus classiques. Il y a un charlet de Lindrum. Voilà. Et un charlet de Drumilator. Que je mets dans la panoramique de manière à couvrir, à ce que ce soit un espèce de truc hyper large, couvrir tout le spectre stéréo. J'ai trouvé ça vachement mieux de travailler en petit comité, on avance plus vite, c'est beaucoup plus constructif, ça permet aussi d'être vachement plus créatif ou novateur parce qu'il y a moins de personnes à convaincre et quand tu es tout seul même, ça, de ce point de vue là c'est encore plus rapide, plus motivant. Il y a toujours une osmose entre les gens dans un groupe, mais on se met quand même d'accord pour un truc. Même quand on jam, on se regarde, un truc qui se met en place parce qu'on se connaît, parce que on veut que ça donne quelque chose de sensé ensemble, alors que quand on fait tout soi-même, on peut faire un truc absolument pas sensé. Je peux arrêter la boîte au milieu, faire comme ça, après je pars sur autre chose, après à moi de faire autour de ça. J'ai toujours voulu faire de la musique, mais j'y croyais plus au bout d'un moment. Je veux dire, déjà à la fin des années 70, j'en étais à mon 5e groupe de rock et mon 6e groupe de reggae, donc j'y croyais plus. Je me disais bon, je vais continuer à faire de la musique comme ça pour m'éclater, mais je me voyais pas 20 ans après en train de gagner ma vie dans le rap. Et mon père me disait toujours arrête ton hard rock ou arrête ton reggae, ta guitare électrique, va passer ton bac. Enfin lui non plus, il y croyait pas.
Voilà. Donc, bureau. Je suis né aveugle et quand j'ai eu 6 ans, donc en 1960, j'ai été dans une école spécialisée pour aveugles et il y avait le choix entre faire des chaises ou de la musique. Donc j'ai préféré la musique parce que j'ai pensé que c'était un métier de feignant. J'ai appris le classique jusqu'à l'âge de 18 ans. Et l'informatique, j'ai commencé sous DOS et ça marchait vraiment pas bien. Disons depuis 80, j'ai rencontré des universitaires toulousains qui s'intéressent à l'informatique musicale. Et avec eux, je teste le logiciel Braille Music Editor qui permet de composer et en rentrant des codes Braille, de faire des partitions et aussi de les jouer. Je me suis endetté parce qu'à l'époque j'étais coursier, donc déjà j'ai pris des vacances pour ça, donc où j'étais pas payé. J'avais investi dans un synthé parce que j'en avais pas, qui m'avait coûté 10 000 balles à l'époque et franchement c'était un peu cher payé par rapport à ce que c'était. Et puis après j'ai tout autoproduit, donc ça m'a coûté 14 000 balles. Faut savoir que le SMIC était pas le même que maintenant, il était à 3 500, un truc comme ça. Donc 14 000 balles pour faire le pressage, pour presser 1000 albums. Et après, personne n'en voulait parce que tout le monde disait, donc c'était 84, que le rap était mort. À l'époque j'étais instit, donc j'ai pu prendre un crédit et m'acheter mon premier W30. Et à l'époque c'était un truc, ça devait coûter genre 12 000 ou 13 000 balles quand même. Donc c'est une workstation sampler avec des petits sons de boîte à rythme dedans, de basse, etc. Tout le monde m'a dit la même chose, et là c'est bien, bravo, mais vous avez un métro de retard, le rap c'est fini. Des fois je fais des petites mixtapes individuelles, c'est-à-dire qu'un mec je vois dehors me dit ouais, le dernier truc, tu mets ça, après tu mets des trucs nouveautés. Moi je pensais pas les vendre, après c'est quand j'ai compris, tu vois, c'est quand j'ai vu que Killer ou Clyde en faire, j'ai vu que tu peux en faire nous et les vendre. Moi je faisais des mixtapes à titrer, tu vois. Tu vois, t'as mixtape à toi, comme j'étais un tagger, j'ai une petite déco personnelle avec son nom. T'es content. Tu vois, et après je vendais autant des francs, 50 francs. Tu vois, je vendais 50 francs et voilà, après ça j'ai acheté des petits maxi, tu vois. Au début, tu vois, tu t'amasses de l'argent, quoi. T'achètes une petite machine par une autre machine ou t'attends 6 mois pour en avoir une grosse. Ça prend du temps en fait, c'est vraiment pas un studio, c'est vraiment des petits achats. Et puis au fur et à mesure, et puis on se plantait aussi, en plus on achetait parfois un truc qui ne correspondait pas, donc là faut le revendre et puis racheter, c'est beaucoup d'argent. J'ai revendu tous mes chevaliers du Zodiac et j'ai demandé à mes parents. Que vous n'avez pas financé un peu le home studio? Ah bah absolument, absolument. À 100%. On a du bruit toute la journée, toute la nuit, dans les oreilles. On dort pas. Je travaillais en tant qu'animateur et assez tôt, j'ai arrêté les études assez tôt, et puis je me suis acheté mon premier sampler à 17 ans. Il faut aller bosser et puis il faut ramener des sous et puis c'est comme ça quoi, d'une autre manière. Il n'y a pas d'autre solution. Enfin, ou alors faut vendre faut vendre de la cam et tout ça, moi il n'y a pas moyen. Tu vois. Mais la réalité des choses, c'est que quand tu te fais un home studio, t'achètes pas mal de trucs. Non, je sais pas s'il faut le dire ce que je dis là. C'est pas bien pour les logiciels. Ils font beaucoup pour nous.
Mais pas tout le monde peut ses frères. Le logiciel Cubase, comme il coûte, je crois qu'il coûte 6500 francs. Regarde, film Maglotte là. Cubase, n'importe qui pouvait copier le programme. Creator, ils ont fait la politique inverse, tu pouvais pas le copier. Et si tu essayais de le copier, ce qui m'est arrivé avec le mien, ça t'enclenchait un virus interne qui te foutait ton truc en l'air, quoi. Ce qui se passe, c'est que comme on est dans un milieu de voyage, d'alternatives, on essaye de trouver des alternatives à la société et ce qui se fait relativement beaucoup dans notre crew en fait, c'est de travailler une durée 1 ou 2 ans et ensuite de vivre des années. Des quoi de la NPE. Et ainsi de suite, et de faire un roulement entre périodes de travail où là on va être moins constructif, mais d'autres dans le crew vont être à ce moment-là au chômage par exemple et vont relever un peu le sound system et vont trouver des choses à faire pour tout le monde. Et puis il y a un moment donné où on n'est plus occupé et là on peut se concentrer vraiment sur un projet musical. Généralement c'est un album ou quelque chose comme ça. Et c'est reparti, c'est un cercle. Il y a toujours un initiateur, plus ou moins, et puis après on s'approprie le logiciel, la machine, et on apprend, de façon empirique, à s'en servir sur le tas, quoi. En gros, c'est... Allô, dis-moi, t'as Cubase 32 Ouais, dis-moi, alors, la case, quand tu cliques en haut à droite, voilà. Et voilà. J'ai claqué beaucoup en portable et j'ai fait chier des millions de potes. C'est pour ça que quand on m'appelle pour me demander ouais comment ça marche, ça machin, j'ai aucun problème à répondre. J'ai beaucoup de gens que je connais qui apprennent la musique par renseignement. C'est-à-dire qu'en fait ils vont demander comment ça marche ça. Donc du coup ils vont prendre le mode d'emploi, ils vont le lire et puis ils vont essayer de travailler. Alors ouais donc là donc le kick c'est comme ça voilà. Alors que moi j'ai vraiment tout découvert tout seul parce que dans ma vie de musicien étant instrumentiste on m'a tout appris. Ça c'est une note, elle est comme ça, il faut la jouer comme ça à cette vitesse là. Justement aller dans une école de jazz à Lausanne ici et puis c'est vraiment là que ça m'a ouvert sur une approche différente et puis plus sur une analyse de ce que je jouais et pourquoi je le faisais parce qu'en fait au départ vu que j'avais 7 ans ma prof de piano avait évité de me faire du solfège pour éviter de me dégoûter, ce qui est à mon avis une bonne idée d'ailleurs. L'espace de liberté, tu te consacres au studio, home studio et en fait à la musique assistée. Et ben cet espace de liberté là, jamais on me l'aura appris parce que jamais je l'aurais permis, tu vois. Même si on m'a expliqué un certain nombre de choses de base, après c'est toujours moi qui tout fais tout seul. Et ça c'est important. Mais par contre ça prend beaucoup de temps. Là, elle commence à comprendre. Elle commence à comprendre qu'il y a du dance floor qui est en train de se faire ici. Comment vous faites pour l'appeler quand il met la musique fort? C'est pas compliqué. Je prends ma petite clochette. D'accord. Et des fois, c'est un bon moment. T'avais les notices? C'est vrai. Au début, qui était un charabia, parce que tu te retrouves avec des termes, step to step, ceci, cela et tout ça. Franchement, au début, c'était le trou noir. Et en anglais, technique, 3h du matin. Tu relis, tu comprends toujours rien. Quelques insomnies, quelques paquets de café. Puis t'évolues, mais au final, dans le bouquin, il n'y a pas grand-chose, tu veux le dire. Pour faire du son, le vrai son, j'ai 2 maîtres. J'ai DJ Fun et Also Prod By. Et ces 2 gars-là m'ont appris. J'ai eu 2 écoles différentes. L'école de Also Prod By qui est de prendre le son par le son, placer le son au millimètre près, tu vois, pour qu'il joue avec la Shirley, qu'il joue avec la grosse caisse, la caisse claire, avec la basse au fond du temps, tu vois. Ça, c'est Also Prod By, un fou. Et DJ Fun, comment sampler propre et que ça pète.
tu vois. Ça c'est DJ Fun. Donc c'est eux deux qui m'ont appris, j'étais derrière eux comme ça tout le temps. Je regardais au-dessus de l'épaule de Fun, ah mais pourquoi t'as fait ça là, explique-moi ça. Et j'allais chez Olso, je faisais la même, ah mais pourquoi t'as fait ça, ah et si on faisait ça, ça serait bien, et voilà quoi. Personne m'a vraiment montré, donc une fois acheté, tu testes. Si t'as du courage, tu lis la notice. Par exemple, moi le 950, j'ai pas lu, j'ai allumé, j'ai testé. Et à chaque fois que je loadais une disquette, j'éteignais le sampler et je rallumais pour la reloader, tu vois. J'avais pas lu qu'il fallait mettre load. Yeah, yeah, bon, 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 bon. C'est quoi le problème? Il a planté. Ça m'arrive 14 fois par jour. Mais c'est pas grave, je vais recommencer. C'est du Mac. Alors, Mac ou PC, c'est toujours une galère. L'important c'est de savoir réparer en fait, c'est ça le truc. La plupart des musiciens en fait sont devenus... on est tous un peu devenus des informaticiens. À côté de Montgalais, il y a plein de Coréens qui ont ouvert des petites boutiques. Bientôt, je pense qu'il y aura essentiellement des musiciens. Dynasty, il m'avait montré un plan avec un magnéto à bande, parce que il y avait un magnéto à bande dans ma cave qui devait appartenir à mes parents dans les années 70, tu vois. Où tu fais jamais rembobiner la bande en fait, elle tourne comme ça, et selon la tension que tu mets, tu peux aller plus ou moins vite. Bon, c'est un procédé un petit peu compliqué, il faut monter, il faut être hyper bon en montage quoi. Avec le Revox, donc en faisant des boucles directement sur le Revox. Alors pour ça il y a toute une méthode, c'est-à-dire qu'il faut créer une règle, c'est-à-dire tu t'enregistres ta mesure, après tu mets sur ta table et tu notes exactement les espaces pour avoir les croches, pour avoir le 16e de mesure, pour avoir toutes les croches. Et après de là, si tu veux que ta mesure soit simplement répétée, tu fais une vraie boucle, c'est-à-dire tu prends ta bande, tu la boucles et puis après avec un pied de micro tu la fais défiler en boucle sur le Revox, ou sinon si tu veux intervenir dedans, tu découpes, si tu veux changer les caisses claires, tu enlèves les deux caisses claires de ta mesure et tu les remplaces par une autre caisse claire, mais tu sais exactement l'espace que ça prend vu que tu as ta règle. C'est des maths. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Il faut vraiment avoir un esprit très très cartésien et très mathématique en fait pour comprendre la cave, tout marche à l'envers en fait, c'est comme une formule de maths quoi. Plus tu as des problèmes, plus tu les surmontes, plus tu connais la machine, tu contournes. À l'époque, il n'y avait que 8 secondes de sample, des trucs comme ça. Donc tu contournais. Moi j'avais trouvé le truc que tout le monde a trouvé après, mais c'est de sampler en 45 tours. Ensuite, il y avait un truc de fréquence, il y avait 16 kHz, 8 kHz. Donc on faisait les rythmiques en 8 kg, les samples en 16 kg. C'est devenu tellement plus simple maintenant. Il y a de la MPC, elle tape quasiment le beat à ta place si tu lui demandes quoi. Je peux dire que l'apprentissage n'est toujours pas terminé parce que la question qui revient le plus souvent, mais pourquoi ça marche pas? On n'est pas des férus de mode d'emploi, d'algorithmes, Il y a même des boutons sur des trucs qu'on a, on sait même pas à quoi ça sert, hein, pour être franc. Donc on s'en sert pas, ou on s'en sert par accident, parfois ça marche pas. Ce qui fait qu'on met vraiment beaucoup de temps à faire nos morceaux parce que j'ai parlé avec des gens qui nous disent nous on a une idée d'un truc, on cherche à aller vers ça, nous c'est plutôt on a l'étendue du monde autour de nous et on se balade. Donc ça peut prendre du temps. Non.
Le sampling, c'est une manière beaucoup plus honnête de construire à partir de ce qui a déjà été fait. C'est-à-dire qu'avant le sampling, en réalité, les musiciens ils se copiaient les uns les autres, mais bon, à chaque fois ils changeaient un petit truc ou le son n'était pas pareil, donc le novice s'apercevait pas que c'était une copie. Beaucoup de gens dans le rock se plaignent justement que le rap est fait à base de sampling, et quand tu te rends compte que beaucoup de ces gens-là reprennent les mêmes accords de rock depuis 50 ans, ou te refont, ressortent les mêmes mélodies et tout, tu te dis, attends, où est le problème quoi, je sais pas. Quand tu vois par exemple ce qui se passait dans les années 70 avec toutes les reprises que faisaient les groupes français, des reprises de standards américains. Prendre un sample et refaire un morceau qui n'aurait jamais existé sans que tu découpes ce sample, sans que tu fasses cela, c'est pas pillé, c'est recomposé, c'est tu composes quelque chose. Je mets pas vraiment de frontière entre sampling et composition pure. Je me sers des samples comme des instruments que je vais rejouer après pour la plupart des choses. Après c'est vrai que il m'arrive de prendre des grosses boucles parce que pour moi il n'y a rien de mieux à faire et que la boucle elle est parfaite, donc voilà, je veux juste coller un beat dessus, une basse et point, et c'est un kiff. Je dis toujours que les ultramagnétiques, les Eric Van Rakim, les EPMD, les Public Enemy, les BDP, où tous les samples sont grillés, ou les Marley Marl, où 80% des samples c'est James Brown, et le reste c'est genre autour, un peu Colombe de Gang, des trucs comme ça. Tous ces morceaux, les samples sont complètement grillés, et a priori, ce que tu appelles le pillage, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune inventivité musicale autre que celle qu'il y avait déjà dans les disques qu'ils ont samplés. Et pourtant, c'est quand même le meilleur disque de rap qu'on ait fait, et nous aujourd'hui on n'arrive pas à faire mieux. Avec des meilleurs sampleurs, avec des plus grandes habilités, avec une facilité peut-être pour apprendre à jouer d'un instrument. Quand j'ai un guitariste acoustique, parce qu'on travaille tous sur plein de projets différents, on n'est pas toujours disponible au même moment, etc. Et là, l'avantage, c'est que je trouve qu'harmoniquement, j'aurais du mal à me passer de ce qu'ils font aujourd'hui parce qu'ils ont vraiment apporté quelque chose. C'est dommage de ne plus les avoir. Donc, effectivement, j'ai samplé mon guitariste acoustique qui fait que quand il n'est pas là, j'ai plus qu'à le lancer au pad et pouf. Mais c'est pas remplaçable, mais ça aide. Quand tu composes, tu es dépendant de certaines machines. Tu vois, par exemple, en ce moment, c'est les micro-corgs, les tritons, ou tout tel expandeur et tout ça. Mais en fin de compte, tu te rends compte à la longue que c'est les beats faits à partir d'un sample qui prennent le moins de coups de vieux. Parce que c'est déjà vieux, c'est déjà du vinyle, tu vois ce que je veux dire. Et c'est des trucs, tu peux les réécouter longtemps après. Même tu réécoutes le premier Wu-Tang qui était blindé de samples de soul. Et c'est toujours d'actualité. Bon, après, t'as les frappes de beats qui changent. Mais la soul ou le funk, voire même la disco, ça fait partie de l'histoire du rap. Quand je sample un truc, je me sens un peu prisonnier du travail d'un autre. Tu vois, alors effectivement, tu vas le tourner à ta sauce, tu vois. Alors que voilà, l'expandeur, ça te permet de partir plus loin, quoi. Nous, ce qu'on faisait à un moment, j'avoue, c'était super impressionnant, c'était de partir d'un sample, trouver un truc calé sur le sample, et après tester le sample tu vois. Moi, je pense que pour la plupart des samples, c'est réellement du pillage, quoi. Après, la limite, elle est là où les gens reconnaissent leurs produits, quoi. Enfin, moi, je me mets à la place des artistes que je sample. Parce que quand tu te mets à la place d'un vrai musicien qui va se mettre devant sa partition ou devant son piano et qui va créer ses accords note par note, ses harmonies note par note et ses arrangements de la même façon, c'est pas le même travail qu'un mec qui prend un truc où t'as déjà guitare, saxo, trompette, trombone et basse superposée et qui va juste calquer un accord. Pour moi, le sampling, c'est un vrai exercice de style. En plus, maintenant, on est loin de l'époque où personne se gênait à prendre des grosses boucles, chose que j'ai jamais trop fait d'ailleurs. Moi j'ai toujours été dans le micro-découpage parce que le fait de travailler avec la SP12 et que j'avais que 5 secondes de mémoire dedans, ça m'obligeait de toute façon à tailler mes samples en tout petits bouts et à me démerder avec ça, quoi.
pour moi, le sampling et la composition, c'est devenu un stade où c'est complètement interdépendant et il n'y a pas l'un sans l'autre. C'est clair que c'est pas possible. Comme je te disais avant, donc si je prends un son de cuivre, et ensuite je vais composer avec et je vais rajouter des sons de violon qui viennent d'Expander ou etc. C'est complètement interconnecté, exactement, et ça m'arrive même maintenant très souvent de composer uniquement. Parce que ça, sincèrement, ce qu'ils font, enfin ce qu'ils faisaient, parce que je sais pas ce qu'ils font maintenant. Tu peux nous faire écouter? Ouais. Quoique, non, je crois pas. Vous écouterez sur le prochain stress. D'accord. C'est vraiment une culture à part, c'est la culture du copier-coller et c'est vraiment le plus important. Je veux pas perdre, si tu veux, au détriment d'une recherche de notes sur un piano à la Elton John. Ça m'intéresse pas. Je veux aussi qu'il y ait un travail de matière sonore et de design sonore. Mais que ça soit le hip-hop, que ça soit la musique classique, que ça soit, je sais pas, Balavoine, Public Enemy, Wagner et ce que tu veux, tout le monde est resté sur la répétition. En fait, ça reste le thème, une base de la musique tonale ou modale. Est-ce qu'il y a une musique qui existe sans boucle? Ouais, sûrement la musique aléatoire. Pour moi, la bonne musique répétitive, c'est la musique qui n'est pas vraiment répétitive. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont pris ce terme au pied de la lettre, qui font de la musique répétitive qui est vraiment répétitive. Et moi, je trouve ça extrêmement chiant, ça m'intéresse pas. Le seul truc, c'est qu'après, quand c'est un DJ qui joue les disques, du coup, c'est le DJ lui-même qui, en mixant les disques les uns après les autres, va faire que ce sera moins répétitif, parce que les disques, il va pas les jouer du tout en entier, il va en jouer que 1 ou 2 minutes. Et donc là, il va reconstruire un morceau en partant de morceaux qui, à la base, sont pas intéressants. Il va recréer un truc qui est intéressant. Et ça, c'est pas mon but. Moi, mon but, c'est de faire des morceaux qui tiennent du début jusqu'à la fin sur une piste de danse, et d'autre part, qu'on puisse écouter chez soi sans se faire chier. Mon ancien propriétaire, il faisait du son, et le soir, il s'imaginait que je faisais du son. Tu vois ce que je veux dire? Il me dit, mais si, hier j'ai entendu que vous faisiez du boum-boum. Mais en fin de compte, non, hier soir, j'ai pas fait de boum-boum. Faut s'imposer, sinon ils vont dégagger. Sinon, j'ai des petits problèmes avec les petits gardiens. Les gardiens, ouais, tu mets trop de disques, arrête. Le type bat sa femme à 4h du matin, je dors, arrête. Chacun son tour. Et moi, c'est que de la musique, c'est bon. Le home studio, il a été un peu forcé d'arrêter parce que je me suis fait expulser déjà de la chambre où j'habitais parce que je faisais trop de bordel. Ils sont carrément venus ici avec le brassard orange et tout, j'ai pris peur, je crois que j'étais en Technival. Je crois qu'ils ont entendu des accords un peu genre avec une voix genre. Je pense que ça les a fait marrer les 2 premières semaines et puis après ça les a fait chier royalement pendant 1 an et puis après ils se sont dit ah bah tiens ça a l'air d'être sérieux et puis après ils m'ont vu la télé donc ils se sont dit ah bah c'est bien je le connais c'est mon voisin. Comme ma voisine elle est vieille elle est un peu sourde tu vois ça va quoi elle s'est jamais plainte quoi donc ça va c'est cool. Tu l'as rendue sourde ou elle était? Non elle l'était déjà avant que je vienne quoi. Bisous madame je vous aime. J'aime bien être seule en général pour le faire. De préférence le 14 juillet parce que tout le monde fait beaucoup de bruit donc je peux en faire autant plus. Je me suis fait tirer dessus à Bacalan quand même par mon voisin. Je me suis retrouvé à plat ventre dans ma chambre à entendre les plombs taper sur les murs quoi.
Et ouais, le gars m'a tiré dessus, quoi. J'étais le voir, il m'a dit ouais, j'ai fait la guerre et tout. Everything gonna last for me. Oh, J-M-I-L. Oh, yeah. Hey, hey, yeah. Whoa, 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 whoa. In the future, yeah. Yes, I will last it. Gotta yo porque sala mayonnaise et de ça porque sala mais on était en prison. Et de ça porque ça yo traitait nous comme chien. Oh, oh, oh. Yo traitait nous comme chien. La démocratisation du son, donc c'est en fait le fait que le prix de la technologie baisse et donc plus en plus de gens y ont accès. Ça permet d'écouter des choses qu'on n'aura jamais écoutées avant et d'élargir d'une manière phénoménale toute la variété musicale en France et ailleurs. Ce phénomène, il implique aussi tout le phénomène de piratage et tout ce qui va à côté. Donc, je pense que là, en ce moment, tout le système musical est en train de se retourner complètement. C'est-à-dire que les studios, les gros studios d'enregistrement, ils vont plus vivre de la même façon et les musiciens vont plus travailler de la même façon de leur côté. Ça va quoi? Avant, c'était les grosses masses financières qui dirigeaient le truc. Et je pense que ça a un peu inversé la tendance, dans le sens où maintenant c'est les petits indépendants qui contrôlent plus le délire artistique, quoi. Après, tout ce qu'il y a en haut, c'est que du commerce et il y a toute une vague d'indépendance qui revient et qui va être, je pense, de plus en plus au devant de la scène. Du moment que tout le monde pouvait faire son truc, bah, tout le monde est sorti et ça fait une sorte de... Ça a un peu bouché le marché et il faut dire franchement que du coup, il y avait peut-être des gens qui auraient mieux fait d'attendre un peu avant de sortir leur truc, ce qui fait que la qualité, il y a eu un peu un nivellement par le bas. Maintenant apparemment ça a pas mal changé quand même, on a vu que c'était pas si facile de se faire de l'argent et de pouvoir vivre du rap. Organisé comme le GIGN, dans la normalité, je médite mes peines. Tous les ports alignés, je les décime les saignes. C'est l'heure d'arriver avec le séisme trait. La caution, le cyclone, c'est le délit de tête. Attention, le pylône, c'est le nerf de la guerre. Est-ce que c'est révolutionnaire de pouvoir créer cette culture justement en étant de couche populaire? Bah écoute, on dit que les révolutions ont toujours été faites par les bourgeois. En grande majorité, enfin je sais pas, tu vois, enfin je sais pas, hein, je suis pas rentré dans les états civils, mais j'ai cru comprendre qu'en gros ceux qui tenaient le dessus du pavé, c'est-à-dire les Daft, R, c'est plutôt des gens qui ont de l'argent à la base, quoi. Je trouve que c'est des gens de talent. C'est ce qui est un peu dommage, c'est que tout le monde n'est pas forcément les mêmes chances qu'eux. Non, tout le monde n'est pas fils de producteur, ne serait-ce que ça, tu vois, ne serait-ce que pour avoir la simple explication juridique de c'est quoi un contrat. Tu vois, c'est quoi la banane qu'il faut surtout pas prendre, tu vois. Alors tu peux te faire aider, tu peux te faire... Mais bon... Le tri va se faire par les relations, par si tu connais un tel pour diffuser ton truc. Quand tu tapes à une porte et que tu dis que t'es le fils de machin truc, etc., la vie elle est vachement plus simple, quoi. Alors quand tu dis ouais ma mère elle est femme de ménage, ah ouais ma mère elle est arrivée à 20 ans, elle a pris le bateau avec à côté des bananes et puis de l'autre côté des noix de coco, voilà. Avoir quelquefois tort, ne plus se souvenir souvent que d'autres ont résisté contre le monde étanche, accepter les rôles. Dans les années 80, les studios coûtaient 5000 balles la journée, donc c'était hors de prix, quoi, genre la Grande Armée ou des trucs comme ça. Alors que maintenant, des jeunes qui sont vraiment doués dans l'informatique, avec une petite console 8 pistes, ils arrivent à faire des choses... En plus, bon, c'est du matos qu'ils achètent en commun. Là, je vois l'album d'Hocus Pocus, on l'avait fait en studio.
on aurait peut-être pu enregistrer 2 morceaux. Tandis que là, on est à une vingtaine de morceaux et on se permet d'expérimenter plein de choses. D'un point de vue qualitatif, on y gagne 90%. Parce que quand tu vas en studio, t'es tout de suite speedé par le temps. On travaille beaucoup avant de rentrer en studio, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas les... Tu vois, avant, quand j'étais dans les Universal Barclay, quand on se la racontait et tout, c'est des trucs où t'arrives pépère, t'arrives un peu en retard en studio, et tu fais ce que tu veux, c'est pas toi qui casques. Mais quand c'est toi qui commences à casquer les studios, t'as envie de travailler plus, et en plus t'as envie d'être plus productif. Donc t'arrives déjà avec toutes tes idées bien claires, et quand t'arrives en studio, c'est pas pour jouer. Pa'l bochinchero primero, guaguaco callejero, suena cuero en el cuerpo entero, severo ese rapero, mero, mero, piñero, rumiñando y mamá me muero, sabor a bayonero, empecé de cero, parcero, buscando dinero, manera de definirme, el que espera, termina perdiendo la guerra, y yo solito con mi tumbadito, y donde voy agito bandera, pues el colombianito, y si me salen las rimas de puro corazón, saqué la aguardiente y ron, vamos al vacilón. Pour présenter des projets à des maisons de disques, tout ça, voilà, ils demandent de plus en plus un produit fini, quoi, quasiment, quoi. Limite, tu leur amènes le design et tous les trucs, c'est parfait, quoi. Enfin, le truc de la pochette, tout. Moins il y aura de travail, mieux ça sera, quoi, pour eux, et de plus en plus ça tend vers ça, donc c'est hyper important pour ça d'avoir un studio, quoi, c'est clair. Combien étaient juste là pour une période, combien resteront pour la musique. C'est ça aussi qu'il faut voir, tu vois, parce que est-ce que ces machines, ça fait beaucoup de mecs qui strippent dans un délire éphémère, voilà, 5-10 ans de leur vie et après ils deviennent je sais pas quoi. Pas négativement, mais tu vois, donc moi j'ai l'impression que ça a beaucoup fait ça en fait. C'est pas le matos qui fait le son, tu vois ce que je veux dire, c'est la manière dont tu gères ton matos qui fait le son. Donc à chaque fois que j'ai un nouveau matériel, je mets du temps pour bien le saucer, tu vois ce que je veux dire, pour aller au fond du matériel, quoi, et en sortir tout ce qui est possible d'en sortir. Je pense que vraiment la démarche de la création, c'est une démarche personnelle qui est déjà à la base personnelle, politique, dans le sens où tu décides de te mettre en marche. Donc effectivement, tu n'es pas vraiment une élite, tu vois. Tu décides quand même de te mettre en marche, tu vois, par rapport à la société. La société qui implique qu'il faut se marier, qu'il faut avoir des enfants, une maison, que c'est ça, le travail, tu vois. Je pense que c'est quelque chose de très personnel plus qu'autre chose, quoi, qui après devient universel parce que les gens s'y reconnaissent. Ça relève toujours du fantasme de faire de la musique, tandis que ça devient concret du jour au lendemain quand un disque sort. Quand des gens viennent te parler et tout ça. Tout ça, c'est des choses qui font que c'est ces moments où on s'aperçoit que on accorde un peu d'importance au fait d'exister un peu socialement et d'avoir une place avérée, quoi, dans la société. Avant, elle est un peu abstraite et tout. Ouais, avoir un local, c'est dans une espèce de logique professionnelle, sortir des disques, des choses un peu épanouissantes. Tout le monde est un peu obsédé par l'espèce de disparition de confort dans lequel on a pu faire de la musique, notamment en musique électronique pendant quelques années là, qui était une absurdité économique totale. Mais je trouve la situation hyper excitante parce que effectivement on est face à ses responsabilités. Inconsciemment il est évident que d'avoir un disque à rendre, parce que c'est contractuel et que c'est comme ça et que tes interlocuteurs au quotidien c'est une major, c'est des gens qui sont dans une logique industrielle presque. Et ça modifie la façon de faire la musique, c'est une évidence. Absolutely. It's like 16 MPCs in a box, kind of like extended keyboard, 16 MPCs in 16-step mode together. It explains itself in operation, really. Each line is a sample. Maybe if they turn off the white light, it'll be easier to see.
peut imaginer que certaines jeunes générations qui ne prendront pas de cours de musique classique, qui ne travailleront pas sur un instrument, vont découvrir la musique ou la capacité de produire de la musique vraiment avec ces machines. C'est quelque chose, ils vont grandir naturellement avec. Pourquoi 20 ans après, il y a toujours aussi peu de filles qui produisent du son? Très bonne question. Je pense qu'on a été éduqués d'une certaine manière, tu as dit, avec les filles avec des poupées et les mecs avec des Legos. J'étais élevée au crayon, au papier, au vrai piano. Donc même en informatique, en cours, je détestais absolument tous les cours d'informatique. Donc c'est pas de chance. Je pense que Björk y est vraiment pour quelque chose. Parce qu'avant, on ne disait pas que c'était possible. C'était même pas envisageable une gonzesse qui aille mettre les mains. C'est comme si c'était un mécano, comme une femme garagiste, comme tout ce que tu veux. Pour moi, ça va avec l'évolution des mœurs en règle générale. Je m'y suis mis peut-être aussi parce que un garçon m'y a poussé entre guillemets, c'est que ça m'aidait, ça faisait un palier entre l'apprentissage très très dur et puis, enfin, du coup, ça m'aidait, ça me rassurait en quelque sorte. Il commence à y avoir de plus en plus de nanas qui sont DJ, donc ça déjà c'est pas mal. Quand j'arrive pour mixer quelque part, pour peu que je sois avec un garçon, voilà, enfin je suis juste la copine du DJ, mais ça c'est très fréquent. Et quand c'est en live, de toute façon, pendant tout le moment où on installe toutes les machines, on ne parle pas, c'est clair. On me dit ouais, non mais attends, c'est pas comme ça, je suis là, attends 2 secondes, tu me laisses faire mes réglages, voilà. Et on attend que tout soit installé parce qu'on me dit tu chantes et puis c'est la seule question qu'on me pose vraiment et le reste voilà, c'est entre mecs quoi. Ça c'est super spécifique à cette carte de son, c'est-à-dire que c'est des mini-midi. Tu ne verras jamais cet adaptateur nulle part. J'ai l'impression qu'il faut mettre un truc à l'intérieur pour le remettre droit. Attends, fais. Ton branchement, tu peux le mettre à la poubelle, Mathilde. Non. Ah oui, c'est clair, c'est clair. Attends, j'ai un petit couteau dessus. Heureusement que les garçons sont là pour réparer les petits trucs. Être ingé son, c'est comme aimer les voitures, c'est peut-être une connerie, mais c'est vrai que c'est vraiment des machos, quoi, et qu'une femme... elle n'est pas censée réparer un câble, elle n'est pas censée démonter son matériel, elle n'est pas censée programmer quelque chose. C'est un appareil pour les malentendants. Donc ça fait une putain de disto sur ce truc qui est marrante. Donc au lieu de faire avec le micro, passer par les machins, les fuzz, parce que celui-là il est pas mal aussi pour la voix. Donc c'est une fuzz des années 60, une Vox, qui met vachement de grain, mais il y a une chute de niveau énorme. On va essayer. Alors attention aux oreilles parce que c'est ingérable le Larsen qu'il y a là-dedans. Tu vois ? Faut juste arrêter à chaque fois que tu chantes pas comme ça.
Il y a des nanas qui ont été éduquées beaucoup trop dans l'idée d'être des filles et qui aujourd'hui n'imaginent pas qu'elles pourraient faire quelque chose de beaucoup plus masculin, mais c'est pas, on s'en fout que ce soit masculin ou pas, de beaucoup plus valorisant pour elles en tout cas, d'être capable de faire tout de A à Z. Le milieu de l'argent et du pouvoir, c'est un milieu de mecs, donc les nanas sont un peu exclues. On est en train de sortir du patriarcat, mais on n'en est pas sorti. Il y a plein de mouvements de réaction aussi, d'ailleurs on est en pleine période de réaction là. Moi j'étais chez Universal, on m'a quand même demandé si j'étais lesbienne. Est-ce que tu crois qu'on demande ça à un mec ? Une fille qui évolue dans le milieu lesbien, immédiatement c'est vendeur, ça fait des fantasmes, alors etc. Mais c'est scandaleux qu'on m'ait posé cette question en maison de disque, j'ai cru rêver, j'étais mais toi et ta mère quoi. On a tendance à dire que les femmes ont besoin des hommes pour réussir, c'est n'importe quoi. Enfin, les uns et les autres, on a besoin des uns et des autres, et c'est pas une question de sexe, c'est pas... Il met jamais trop fort le son. Non, ça va. Ça va. Il est gentil même la nuit. Elle est impassible de toute façon, donc elle se réveille pas. Et puis ça la berce. Et quand elle était pas là, c'est vrai que tu t'habitues en fait à t'endormir avec le son en boucle. T'as une tolérance auditive qui... Ouais, à toute épreuve. Ah, jolie. Regarde. Kiss. Kiss. Dans les crédits de mon album, tu vois, tu peux lire à tous les home studios, tous les home gear du monde, et au son qu'ils envoient, à tous les mecs qui font de la musique dans leur chambre. Pour moi, c'est une culture, c'est une façon de faire qui a décloisonné tout, tu vois. C'était vraiment un esprit qui a touché tout le monde maintenant, de la pop à la variété française. Ça arrange tout le monde, ça arrange le producteur parce qu'il paye pas des grosses cabines, ça arrange les artistes parce qu'ils arrivent à coucher des idées très très vite, voilà. Ça tourne, ouais. Et là, est-ce que tu vas avoir envie de faire de la musique plus tard, tu crois ? Non.